10 heures de méditation par jour pendant 10 jours dans un silence total. C'est ça, une retraite Vipassana. Et je viens de la vivre. Le premier matin à 4 heures, je me suis réveillé avec une pensée très simple. Je suis en enfer. Pas je suis fatigué ou pas ça pique un peu. Non, je suis en enfer. J'étais dans un centre Vipassana dans le sud de la France, au Dhamma Mai. 10 jours de retraite, silence total, aucun téléphone, aucun regard, 10 heures de méditation par jour. Et dès le jour 1, j'ai compris une chose. Je vais vouloir partir à chaque méditation. À chaque gong, mon corps m'a dit non, mon mental m'a dit non. Et en fait, tout mon être hurlait, mais qu'est-ce que tu fous là, putain ? Quelle idée j'ai eue ? Pourquoi je me suis infligé ça ? On m'avait prévenu pourtant, on m'avait dit tu vas en baver, c'est dur, t'es fou. Et je vais être honnête avec toi, je me suis senti totalement fou. J'ai détesté certains moments, j'ai souffert terriblement, j'ai eu mal partout, j'ai eu envie de pleurer, envie de crier par moments, mais je n'en avais pas le droit parce que tout ça tu le fais en silence, donc tout ce qu'il se passe dans ta tête, c'est en silence total, c'est face à toi et à toi seul. Et cerise sur le gâteau, c'était mon anniversaire pendant cette retraite, un choix conscient, je l'avais choisi, fêter mes 40 ans dans cet enfer. Sauf que j'imaginais clairement pas que ça serait si dur, en silence, dans la solitude, dans un endroit où tu peux même pas te dire ou dire aux gens je suis triste. Non, tu observes tes émotions, tes sensations. Alors dans cet épisode, je te raconte tout, le beau, le dur, le ridicule, les déclics, les moments de grâce, les crises, les douleurs, les pensées absurdes. Et surtout, je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière Vipassana, parce que là, je te dépeins quelque chose d'horrible. Mais c'est pas juste méditer en silence et souffrir, il y a une vraie philosophie. Il y a une méthode, il y a quelque chose de très concret qui peut te retourner le cerveau et j'en retire quand même des bénéfices aujourd'hui. Donc on terminera avec ça, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que je ramène dans la vraie vie ? Parce que Vipassana, ok c'est une retraite, mais l'enjeu, le vrai, c'est ce que ton esprit va faire une fois que tu rentres chez toi. Donc on va discuter de tout ça, mais avant, j'ai une chose à te demander. Si tu aimes ce podcast, si tu as déjà écouté un épisode jusqu'au bout, si Osé by Nico t'a déjà fait du bien, ne serait-ce qu'une fois, prends 10 secondes maintenant, vraiment là, tout de suite, tu mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu peux, laisse un petit commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou YouTube aussi, parce que tu écoutes aussi sur YouTube pour certains. Je te jure, ça a l'air de rien, mais c'est le truc qui va faire vivre ce podcast, qui permet de le dynamiser. C'est ce qui permet à l'épisode d'être proposé à d'autres personnes, c'est ce qui donne de la force au projet. Et moi, ça me touche énormément parce que je fais tout ça avec le cœur. Et d'ailleurs, je t'ai préparé aussi avec mon petit cœur, mon envie de te partager un PDF également parce que j'ai eu conscience moi-même et j'ai dû travailler dessus à mon retour de Vipassana, toutes les choses, toute la théorie. Et du coup, pour que ce soit simple, tu peux écouter ça, mais tranquillement. Et si tu veux garder l'enseignement Vipassana et reprendre ça tranquille, je t'ai préparé un PDF. Tout ce que Vipassana t'apprend, les concepts clés, l'équanimité, l'avidité, l'aversion, l'impermanence, on va parler de tout ça, pourquoi on souffre et surtout comment on arrête d'alimenter cette souffrance et comment appliquer ça dans la vraie vie, pas dans une grotte, on n'est pas des moines bouddhistes, mais grâce à des questions simples et efficaces pour toucher du doigt cette philosophie Vipassana. C'est un vrai concentré, pratique et pas un texte perché. Tu peux le télécharger, c'est gratuit, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu cliques dessus et tu y auras accès. Allez, let's go, maintenant on y va, je te raconte. Alors au vu de ce que je viens de te dire et de l'enfer que j'ai apparemment vécu et que je vais te raconter dans l'épisode, tu dois te demander mais pourquoi tu t'es dit, tiens, tu vas aller faire une retraite Vipassana, surtout pendant tes 40 ans, où en général, on va plutôt prévoir un grand voyage, une soirée de malade avec ses potes, un super resto, et que c'est finalement un âge clé. Pourquoi t'infliger quelque chose comme ça ? Eh ben, il se trouve que Vipassana, ça trotte dans ma tête depuis quelques temps, et je l'avais mis de côté. Il y a peut-être 4 ans, quand j'avais commencé à m'intéresser au développement personnel, ou à la connaissance personnelle, j'avais vu qu'il y avait des retraites de silence. Et je m'étais dit, pourquoi pas tester Vipassana à une époque où je voulais faire un petit point dans ma vie quand j'étais dans l'immobilier locatif, j'étais journaliste, enfin je le suis toujours, mais voilà, j'avais plusieurs activités qui n'avaient rien à voir avec ce podcast et je m'étais déjà dit, pourquoi pas faire une retraite Vipassana. Sauf que c'est très demandé, ça existe dans le monde entier, il y a des retraites
partout dans le monde, et en France, dans l'Europe, il y a plusieurs centres aussi, dans tous les pays. Donc, j'avais fait une demande en France, sauf que c'est du tirage au sort. Il y a trop de demandes parce que c'est gratuit. Ça, c'est un des points assez étonnants aussi. C'est par don. Donc, tu donnes ce que tu veux. Tu peux ne rien donner, tout comme donner ce que tu veux. Et c'est vrai que à cette époque, quand j'avais fait la demande en France, j'avais pas été accepté, en tout cas pas tiré au sort. J'avais fait une demande en Espagne, en Italie, en Suède, en Suisse, en Belgique, en Norvège, et j'avais pas été tiré au sort dans aucun des centres. Alors je m'étais dit tout simplement, ce n'est pas mon moment, cette fameuse retraite Vipassana, c'est pas pour moi. Ce n'était pas très grave. J'avais trouvé un autre stage de silence. Alors je vais pas dire stage, mais une autre retraite, on va dire de silence, que j'avais adoré, inspiré de Vipassana. Sauf que là, on n'était pas à 10 heures de méditation par jour, on était à 3 heures par jour, et le reste du temps, c'était des balades méditatives dans les montagnes, etc. C'était beaucoup plus tranquille. Et je me souviens que déjà à l'époque, je m'étais dit, au bout d'une heure de méditation, parce qu'il y en avait quand même 3 dans la journée, je m'étais dit, au bout d'une heure, c'est insupportable. Heureusement que je n'ai pas fait Vipassana. C'est pas possible. Moi, une heure de méditation, je ne tiens pas au bout de 10 minutes. Franchement, j'ai la tête qui chauffe et je n'ai pas envie de rester à rien faire. Donc, je m'étais dit, super, t'as fait ta petite expérience. Maintenant, on met ça de côté et on continue sa vie. Et j'ai continué à expérimenter pas mal de choses, que ce soit un ashram en Inde, que ce soit de l'ayahuasca chamanique en Amérique du Sud. Je suis quelqu'un je suis curieux. J'aime découvrir, j'aime la connaissance personnelle, j'aime bien les outils qui peuvent être proposés. Et donc je tente, j'essaye. Ensuite, pareil, je vis ma vie en gardant ce qui a pu me servir, mais je reste pas ancré dans des pratiques ou autres. Et je sais que la méditation, d'ailleurs, ne m'a jamais... c'est pas mon quotidien. C'est par période. Des fois, je vais méditer un quart d'heure par-ci, tous les matins pendant 10 jours, et puis ensuite, je vais arrêter pendant 6 mois. Donc, j'essaye plein de choses, mais je ne reste pas vraiment attaché aux pratiques. Et il se trouve qu'au mois d'octobre dernier, donc de 2025, j'ai eu un mois qui a été très compliqué. Je me suis senti perdu, j'ai eu une perte de sens. Je pense que c'était lié, en fait, aux 40 ans qui arrivaient. Et cette crise de milieu de vie, comme on va dire, je ne sais pas quel âge t'as, mais moi, il y avait cette peur qui est là, enfin qui s'est un peu dissipée, mais néanmoins qui était vraiment qu'est-ce que je vais faire. Ça fait 20 ans que je suis adulte, parce que de 20 à 40, ça fait 20 ans que je suis une grande personne avec des responsabilités et qui avance dans sa vie. J'ai réalisé un grand nombre de mes rêves, et là j'ai eu cette peur abyssale de maintenant qu'est-ce que je vais faire à 40 ans, qu'est-ce qui m'attend dans le futur, comment je vais construire ma vie future. Et cette question qui revenait en boucle, mais que vas-tu faire dans les prochaines années après tes 40 ans? Et je pense que ça a créé un manque de sens, une quête de sens, un vide face à l'avenir. Et du coup, je me réveillais tous les matins sans envie, avec des angoisses, des peurs, de l'anxiété, jusqu'à avoir pendant plusieurs semaines au mois d'octobre, quasi tout le mois d'octobre, une boule au ventre. Et j'avais vraiment très peur de passer ce cap des 40 ans, et un besoin que tout s'arrête. Le moindre mail que je recevais, le moindre message que je recevais amenait de l'anxiété. Je voulais plus y répondre, et j'avais envie de m'enterrer au milieu de nulle part, dans une grotte. Et c'est là que Vipassana a ressurgi dans mon esprit, et un jour je me suis dit, très bien, je crois que c'est le moment de refaire Vipassana. Je crois qu'il est temps que tu fasses le vrai point de quelque part de ta vie, et que c'est Vipassana qui m'a semblé être le plus juste. Et donc là j'ai fait une demande sur dhamma.org. Je te mets le lien dans la description. C'est un site absolument affreux, qui est moche, il n'y a aucune ergonomie. C'est vrai qu'il n'y a aucun marketing avec Vipassana. C'est complet quasi tout le temps dans le monde entier, et pourtant t'as pas des publicités en 4x3 dans le métro. C'est quelque chose qui s'auto-alimente. Donc je me suis vraiment dit, si les gens arrivent à régler des dépressions, des addictions à l'alcool, etc., grâce à Vipassana, parce que je m'étais un peu renseigné, je m'étais dit oui, il y a peut-être quelque chose à faire pour, en tout cas moi, retrouver ne serait-ce qu'un sens dans ce que j'ai envie de réaliser, et ce cap des 40 ans. Donc je décide de m'inscrire, et là, ni une ni deux, en 48 heures, je reçois le mail de confirmation, et donc j'étais inscrit à Vipassana.
Avant de te raconter mon expérience, j'ai quand même envie de te poser le décor, parce que c'est quoi une retraite Vipassana ? Finalement, pourquoi les gens se pressent dans des centres, pourquoi il y en a dans le monde entier, et qu'est-ce que ça peut apporter finalement pour que ce soit si universel ? Parce que c'est ça aussi le point de Vipassana, c'est qu'il y a vraiment cette couleur universelle qui fait que finalement, peu importe notre religion, peu importe d'où l'on vient, et tu verras d'ailleurs un peu à la fin de l'épisode, dans le côté bilan, les gens que j'ai rencontrés, c'était impressionnant, la diversité des personnes. On est très loin d'être face à des gens spirituels ou perchés, ou même dans le développement personnel ou le bien-être, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, et c'est ça qui est assez fascinant. Vipassana, c'est une méditation d'observation. En fait, c'est une technique qui est très ancienne, qui a été attribuée par le Bouddha il y a 2500 ans, et le but est simple, c'est de comprendre, enfin le but est simple, il est ambitieux quand même, mais c'est de comprendre pourquoi on souffre et arrêter d'alimenter cette souffrance. Et surtout, ça ne te demande pas de croire en quoi que ce soit. Ce n'est pas une religion, c'est pas une prière, ce n'est pas un mantra, c'est pas une visualisation, c'est un entraînement basé sur un truc très concret, la pleine conscience. Mais pas la pleine conscience, tu vois, je respire avec une bougie, je mets ça sur Instagram, c'est joli, avec un peu d'encens, et tout ça, il y a aucun décorum avec Vipassana, c'est la pleine conscience, version brutale, être là, même quand c'est inconfortable. Dans les retraites modernes, tu vois, dans ces fameuses retraites actuelles, l'enseignement est transmis via les discours quotidiens de S.N. Goenka. Lui n'a pas inventé Vipassana, il l'a apprise en Birmanie auprès de son maître, et il a rendu la technique accessible au monde entier en structurant les fameuses retraites de 10 jours. C'est vrai que c'est vraiment la porte d'entrée dans Vipassana. Quand tu fais une retraite Vipassana, c'est ces 10 jours. Il en existe de 30 jours, 90 jours, même de 3 jours, mais pour ça, il faut avoir commencé par cette fameuse retraite de 10 jours. Concrètement, au début, tu observes ta respiration, tu reviens à toi, juste ça, pour stabiliser l'esprit et revenir au réel. Parce que tu vas voir que clairement, il faut déjà réussir à un peu déconnecter de sa vie, et ensuite tu passes à Vipassana, tu scannes ton corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête, tu observes les sensations, la chaleur, les picotements, la pression, la douleur, les vibrations, et des fois tu observes rien du tout, et là en fait tu comprends vraiment le cœur de Vipassana. Le problème n'est pas la sensation, c'est la réaction aux sensations. Dans la vie, on croit que la souffrance vient des événements, mais Vipassana montre que souvent elle vient de 2 réflexes. Si c'est désagréable, on appelle ça l'aversion, je veux que ça s'arrête, et si c'est agréable, on appelle ça l'avidité, je veux que ça reste, je veux que ça continue. Et à force, on devient une machine, on s'accroche, on rejette, et donc on perd l'équilibre, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va nous déstabiliser dans la vie, que ce soit de l'aversion ou de l'avidité, et ben du coup on va s'accrocher à ça. Et le mot central que tu vas entendre, et que j'ai entendu pendant 10 jours, c'est l'équanimité. Sentir sans réagir. Observer et laisser passer. Et là arrive un autre pilier aussi qui prend une grande place, c'est anicca. Anicca, ça veut dire quoi ? C'est l'impermanence. Tout change. Tout est changement dans la vie, la nature, le corps, tout bouge continuellement. Douleur, plaisir, pensée, agitation, tout apparaît, tout disparaît. L'objectif de Vipassana, c'est pas d'être zen, c'est pas ça l'idée. L'objectif, c'est d'être conscient et stable pendant que tout change. Vipassana, c'est apprendre à ne pas créer la deuxième flèche. La première, tu ne la contrôles pas, douleur, émotion, imprévue dans ta vie, mais la deuxième, c'est toi qui la fabriques. Les résistances, les ruminations, les drames, les compulsions, tout ça, c'est ton mental qui prend le dessus et qui va fabriquer au-delà de justement d'un simple événement. Et plus tu pratiques Vipassana, plus tu récupères quelque chose d'immense, c'est un espace intérieur. Tu n'es plus juste une réaction, tu redeviens quelqu'un qui choisit. Alors voilà, je t'ai fait un petit résumé de ce qu'est Vipassana, mais maintenant j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours, comment on vit les choses de l'intérieur. Parce que la théorie c'est bien, mais S.N. Goenka explique très souvent que le but c'est de l'expérimenter pour le vibrer, le vivre dans ton quotidien. Parce que si on reste dans la tête, il ne se passe pas grand-chose. Je t'ai préparé un PDF, je te l'ai dit, récap, c'est-à-dire que tout ce que je viens de te dire là et plus encore, c'est dans le PDF. Tu as le lien dans la description, tu cliques dessus, tu auras accès. Comme ça, si tu veux vraiment pouvoir le lire aussi, si ça va assez vite dans le podcast, eh ben, tu as toutes les informations.
Avant même de te parler du planning, faut que je te dise une chose sur Vipassana. Vipassana, c'est pas juste méditer. Je pense que ça, tu l'as compris. Il y a un cadre qui est très strict. Déjà, tu prends ce qu'ils appellent le sila, la discipline, la moralité. En gros, pendant 10 jours, tu t'engages, et crois-moi que tu signes au moins 3 règlements où tu t'engages à ne pas nuire. T'as 5 règles de base. Tu ne tues aucun être vivant, même pas un moustique. Non, rien du tout, même une araignée. Tu as des petits ustensiles entre guillemets pour récupérer les araignées et les mettre dehors. Tu ne dois tuer rien du tout, tu ne voles pas, aucune activité sexuelle, tu ne mens pas, et donc évidemment 0 alcool, 0 drogue, ça va de soi bien évidemment. Et tu rajoutes à ça les règles du centre, silence total, pas de téléphone, pas de musique, pas de lecture, pas d'écriture, même pas un regard, même pas de la communication, même pas un clin d'œil, rien du tout. Tu coupes tout ce qui te distrait. Tu ne dois pas porter de parfum, tu ne dois pas avoir d'éléments qui perturbateurs sur ton corps, donc pas de bijoux extravagants, pas de t-shirt rose. Tu dois rester dans quelque chose de très neutre. Et là, tu comprends, ok, je suis vraiment pas venu dans une retraite feel good, je suis entré dans quelque chose de beaucoup plus intense. Parce qu'en plus des règles, il y a un planning. Et le planning, c'est pas juste un planning, c'est un programme commando. Tu commences à 4h du matin. Tu entends le gong, tu te lèves, t'as même pas encore pensé, t'es déjà debout. Et ensuite, c'est simple. Tu médites, tu remédites, tu médites encore. Entre deux, tu manges en silence, tu marches, tu remarches, tu médites, tu remédites. Enfin, en gros, c'est que ça, de 4h du matin à 21h. Au milieu de cette journée de méditation et de rien, t'as ton petit déjeuner qui est servi à 7h, ton déjeuner qui est servi à 11h, avec en général une pause un peu plus longue qui te permet d'aller marcher 1 heure et t'aérer. Et puis ensuite, t'as un break avec 2 fruits à 17h. Donc vraiment, le matin, 7h, c'est même pas 7h, c'est 6h30. Donc 6h30, 11h, t'as le petit déjeuner, le déjeuner. À 17h, tu manges 2 fruits. Et le reste du temps, tu médites, et puis les quelques rares moments où tu as un peu de temps libre, tu peux aller marcher. Tu as 3 méditations de groupe dans la journée où tu dois être dans la salle de méditation. Et le reste du temps, tu peux méditer dans ta chambre ou dans cette salle de méditation. Et c'est clairement ce qui m'a sauvé, parce que quelque part, au bout d'un moment, moi je devenais fou, je devenais vraiment vraiment fou. Et tu vas comprendre que les 10 heures de méditation, spoiler alerte, je les ai pas tenu en totalité, bien, loin de là, d'avoir réussi à avoir cette rigueur-là. Et le soir à 19h, t'as 1h30 de Goenka, donc SN Goenka, qui explique qu'est-ce que t'es en train de vivre. T'as son discours qui est diffusé en audio, et donc ça t'explique tout. Pourquoi t'es en train de s'ouvrir, quelle est la philosophie de Vipassana, et comment ne pas lâcher, et comment faire pour revenir le lendemain, parce que en vrai, t'as tellement envie de quitter ce truc et de rentrer chez toi que c'est vrai que les discours des SN Goenka, c'est quelque chose qui faisait extrêmement de bien. Et après, tu repars méditer jusqu'à 21h, extinction des feux, et tu recommences, et c'est 10 jours comme ça, sans que ça s'arrête, telle une machine à laver. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, hein, t'es dans vraiment cette machine à laver, et ça ne s'arrête pas. Je me suis rendu au centre par bus. Il y a un bus qui part de Paris jusqu'au centre d'Amamaï, dans Lyon, c'est pas loin d'Auxerre. Et c'est vrai que c'est très bien organisé, ça c'est quelque chose qui est absolument excellent, du début à la fin, c'est carré, organisé, droit, précis, il y a rien qui dépasse. Et pour le coup, il y a ce centre-là, qui est le premier centre d'ailleurs qui a été ouvert en Europe. Et il y a un deuxième centre, Vipassana, qui a été ouvert il y a très peu de temps dans les Pyrénées. Donc maintenant, la France contient 2 centres. Mais encore une fois, tu trouves des centres dans le monde entier pour le coup. J'étais méga stressé, je suis arrivé au bus, j'avais peur, j'avais le ventre noué, j'étais en plus surbooké parce que tout couper est compliqué. Compliqué dans le sens que ça me fait peur, j'ai peur de ne pas être joignable, j'ai peur qu'il se passe quelque chose pendant les 10 jours. Pendant les 10 jours, t'es injoignable. Alors oui, j'avais donné un numéro d'urgence à mes parents, à mon meilleur ami, histoire que si vraiment il se passe quelque chose, je puisse être joignable. Mais en vrai, tu coupes ton téléphone et il se passe plus rien. Ce qui fait que juste avant d'arriver, j'étais dans le bus et en fait, moi qui voulais prendre le temps d'écouter de la musique, de regarder le paysage, je n'ai pas réussi. J'ai répondu à des mails, j'ai répondu à des messages Instagram, j'ai répondu à
des messages WhatsApp. Bref, imagine que pendant 2 heures et quart, j'étais la tête dans mon téléphone à répondre. J'étais assis à côté d'un monsieur qui était d'une zénitude incroyable et j'étais là, mais je suis tellement à l'opposé. Comment lui peut imaginer que je vais faire une retraite Vipassana alors que je n'ai pas même levé les yeux de mon téléphone parce que j'étais dans cette rapidité de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut répondre à un tel. Et quand je suis arrivé là-bas, de toute façon, j'ai commencé à ne plus capter et donc 3 minutes avant d'arriver au milieu de rien, au milieu de la campagne, de la nature, bah, j'ai dû de toute façon arrêter de répondre aux messages. Et quand je suis descendu du bus, il y a une femme qui était étrangère parce que c'est vrai que dans tous les Vipassana en général, vu que c'est compliqué d'avoir des places, bah, tu vas retrouver des Italiens, des Espagnols, des Anglais. C'est très courant en tout cas qu'il y a différentes nationalités et d'ailleurs tout est organisé. Les discours de SN Goenka le soir, il y a différents halls avec différentes langues et notamment certains ont même des casques avec le discours dans leur langue. Donc là-dessus, c'est très commun. Et j'entends en anglais une femme qui dit Let's the Hunger Games begin. Et ça me fait rire parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que commencent enfin les Hunger Games, qui est un film où justement on met des personnes à s'entretuer dans un truc, c'est un film de science-fiction et il n'en reste qu'un. Et c'est vrai que là tu te dis, tu rentres dans Vipassana et qui va partir, qui va rester. C'est assez fou de partir dans quelque chose où quelque part on est loin justement de cette sérénité, on est dans quelque chose où quelque part on va être challengé et ça tu le sais. Quand t'arrives, tu signes à nouveau le règlement franchement, je te dis, c'était la 3e fois que je l'avais signé 2 fois à mon inscription électroniquement, je le signe là en version papier et j'ai rendu mon téléphone. Là je rends mon téléphone, je suis très bien accueilli avec un monsieur très souriant, il me demande mes effets personnels à mettre sous coffre, donc c'est-à-dire que ton téléphone vraiment il disparaît, hein, il n'est plus là, il n'est pas dans ton sac rangé en mode avion. Et là il me donne un numéro, il me dit que je vais être le numéro G23, c'est ce qui va être le numéro de table, c'est ce qui va être le numéro de mon lit et également un numéro qui sera mon numéro dans le hall de méditation. À Vipassana, tu ne choisis rien, c'est-à-dire que tout est organisé, tout est carré, tout est précis. On te dit quoi faire, où te mettre, quoi manger, tout est excessivement organisé et pour cause parce que il y a 60 hommes, 60 femmes. Quand tu arrives d'ailleurs au centre, les femmes vont d'un côté et les hommes vont d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on est totalement séparés, on se retrouve dans la salle de méditation, mais on est chacun de notre côté, les hommes du côté gauche, les femmes du côté droit. Mais autrement, on ne voit pas du tout les femmes du séjour. Elles sont de l'autre côté du centre, elles ont leur propre jardin, leur propre dortoir et leur propre réfectoire. Donc il y a vraiment cette séparation qui est faite, 60 hommes, 60 femmes, 30 anciens étudiants qui ont déjà fait Vipassana et qui reviennent, et 30 nouveaux étudiants qui n'ont jamais fait Vipassana, dont je faisais partie. Et donc je me retrouve là, il est 15h30, la réunion est à 18h pour commencer Vipassana, et je sens déjà la panique en moi. Je suis là, mais il n'y a pas de téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve dans un dortoir, je découvre mon lit. Souvent, les nouveaux étudiants, ils ont un dortoir, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Un dortoir de 25 personnes, dans des box de 4, avec des planches de bois qui nous séparent et des rideaux. Autant te dire que dans l'idée, c'est pas ultra sexy, mais au moins on a notre indépendance. Beaucoup de centres Vipassana, dans les dortoirs, il n'y a pas de petite séparation, donc tu peux être dans un dortoir avec 4 personnes, mais où tu vois les 4 personnes. Là, quelque part, j'étais quand même séparé dans des box. C'est comme s'ils avaient séparé les pièces avec des planches et un rideau, de façon à que chacun ait une petite intimité. Mais tout ça fait que les box sont pas réellement séparées par le bruit, pas de manière phonique, il n'y a pas de porte, ce qui fait que tu imagines que potentiellement, vaut mieux avoir des boules caisses et ne pas être sensible au ronflement, parce que tu imagines 25 mecs dans un dortoir. Je me suis dit, waouh, et c'est pas du tout ce que je connais personnellement. Je suis fils unique, j'ai jamais fait de colonie de vacances ou autre. Je me retrouve un peu dans un univers où moi qui aime mon intimité, j'y étais absolument pas.
pareil, je suis juste à côté des réfectoires, enfin du réfectoire, et à côté des sanitaires. Tu verras que ça aura son importance aussi dans ce qui a pu me déranger et me perturber durant la retraite. Et donc, pareil, la salle de bain, c'est 10 lavabos, 10 douches, tout ça aligné, et on est vraiment dans quelque chose de très colonie de vacances. Et d'ailleurs, le centre est un ancien centre de colonie de vacances qui explique aussi un peu le style du bâtiment. Je me retrouve à 18h, on a une soupe de légumes, et là je rencontre mes deux partenaires de table, et ces deux personnes qui sont aussi avec moi dans le là où je dors. Et c'est vrai que ces deux personnes-là, déjà un petit coucou à Kevin et Gaëtan qui vont peut-être écouter cet épisode. Et ça a vraiment été mes piliers, parce que finalement sur 10 jours, quand tu ne peux ni parler ni faire quoi que ce soit, les gens qui partagent un peu ton quotidien, que ce soit on va dire le box où tu dors ou la personne à côté de qui tu manges, forcément ça prend une couleur différente. Donc je rencontre Kevin et Gaëtan, et j'apprends que eux ils sont là pour des raisons qui n'ont rien à voir, parce que cette première heure on peut parler juste avant qu'il y ait le fameux noble silence qui soit donné pendant les 10 jours. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment sur quelque chose où il y en a un qui est là parce qu'il a besoin de faire un point sur sa vie sentimentale, et donc il a besoin de prendre du recul. Il n'a pas envie d'aller voir un psy. Il veut vraiment trouver les réponses par lui-même, mais il n'a jamais médité de sa vie. Et puis, il y a l'autre, et l'autre, il est là parce que sa copine a fait un Vipassana il y a quelques mois, et en fait, elle s'est métamorphosée. C'est plus la même personne. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen dans sa vie, elle accepte beaucoup plus les événements qui se passent, et donc forcément lui il se dit si il y a eu autant d'effets, j'ai envie moi aussi d'expérimenter ça. Donc j'ai le temps de discuter rapidement avec eux, d'annoncer que moi je suis là un peu pour cette peur de la quarantaine, et on me demande d'ailleurs quand est le jour de mon anniversaire, et j'hésite à répondre, mais je dis que c'est le dimanche qui arrive, et donc hop, on mange, on a un discours avec les règles, et puis let's go. Dès 20h, première méditation, noble silence, ça lance le Vipassana. Et là, c'est parti, quoi. Là, let's go, on part sur ces fameux 10 jours. Le jour 1, l'enfer. Je me réveille, 4h du matin, le gong sonne, il y en a 8, boum, boum. Et là, tu peux mettre des boules qui est autant que tu veux, tu ne peux pas le louper, tu ne peux pas louper le réveil à 4h du matin. Et quand je me réveille, il y a une fraction de seconde, je sais pas où je suis, tu sais, ces moments où tu te réveilles dans un endroit que tu ne connais pas. Et cette fraction de seconde où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, où suis-je, pourquoi il y a autant de bruit, qu'est-ce qui me réveille, je suis dans un rêve, un cauchemar. Et là, en fait, oui, c'est un cauchemar. Quand je prends conscience où je suis, j'entends qu'il y a du bruit, j'entends justement des personnes passer dans le couloir pour aller dans les sanitaires qui sont juste à côté de mon box et de ma chambre. Je vois la porte qui s'ouvre, enfin je vois la lumière en tout cas qui arrive sur le plafond, et je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai l'impression d'être dans un camp militaire, j'ai l'impression d'être en prison, je sais pas, il y a quelque chose qui m'habite, un ressenti qui n'est pas du tout dans ah super, je suis à Vipassana, je vais prendre du temps pour moi, ça va être génial. Il y a vraiment une appréhension, je suis mal à l'aise, j'ai peur presque quelque part de ce qui va se passer, et je me dis il est 4h du matin, tu vas pas te coucher avant 21h, et c'est parti pour 10 heures de méditation dans ta journée, et je me dis mais quel enfer, mais pourquoi t'as décidé ça? Et je découvre du coup la suite, quoi, les gongs, le timing militaire, le silence, la file au petit déjeuner, les déplacements, enfin vraiment c'est la journée où tu découvres, enfin en tout cas où j'ai découvert comment ça allait réellement se passer, et vivre le Vipassana au-delà de tous les témoignages que j'avais pu entendre, lire, regarder sur YouTube, et je me rends compte de la réalité, je me rends compte que vivre Vipassana, c'est pas juste l'écouter, c'est-à-dire que même moi je te raconte quelque chose, mais le vivre c'est encore une étape différente, et c'est tout l'intérêt de Vipassana, c'est de comprendre les choses par l'expérience et dans ton corps. Je me sens comme un numéro, quoi, tu vois, je suis le G23 et je suis vraiment ce numéro du début de la journée à la fin. Et quand je prends ma première douche le matin, j'ouvre cette
cette porte qui m'amène dans les sanitaires, il y a ces néons affreux, cette lumière blanche qui m'agresse les yeux, et c'est vrai que c'est très 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 particulier. Et à 4h30, je suis sur mon tapis de méditation, on se retrouve à 4h du matin, quasi tout le monde est là dès le premier matin, donc on est, même si c'est pas une méditation dite obligatoire dans le hall, quasi tout le monde est là, et on se retrouve, on est, imagine 60 hommes, 60 femmes, 120 personnes, sur les coussins d'ailleurs, moi au début j'étais là, je vais prendre un petit coussin, ça va aller, mais en fait j'avais pas compris de ce qui allait se passer. Je comprenais pas, certaines personnes, je les voyais prendre 3, 4, 5 coussins, empiler les coussins sur leurs jambes, sur leurs fesses, mettre des écharpes au niveau de leur dos pour tenir leur dos, mais j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que on est 60 d'un côté, 60 de l'autre, personne n'a des dossiers, enfin à part des cas particuliers, mais on est assis, il n'y a aucun dossier, tu vas méditer sur un coussin pendant 10 heures. Et je suis là, mais c'est pas possible, je dis je vais jamais tenir. Et en fait, je me rends compte que dès le début, j'ai super mal. Et dis-toi qu'on est face à 2 personnes. Alors, c'est les professeurs, c'est les enseignants de Vipassana. T'as un enseignant homme, un enseignant femme qui s'était présenté la veille, Marie-Christine et Claude, vraiment 2 personnages en soi. Claude, j'ai souvent été le voir parce qu'il y a la possibilité, sur l'heure de midi, entre midi et 13h, de prendre un rendez-vous et de discuter avec Claude des problématiques autour de Vipassana. Et donc c'est vrai que je me retrouve dans ce hall de méditation à 4h30 du matin, Claude en face des hommes, Marie-Christine en face des femmes, et on est là dans un silence total. Et là, je suis ok. 4h35, le temps est long. 4h45, le temps est long. 5h, mais quand ça s'arrête? Et je commence à avoir mal au dos et j'ai chaud, et donc j'enlève c'est la couverture que j'avais mis sur moi le matin, et c'est vrai que ça devient, je vois déjà les difficultés que je vais connaître durant ce stage Vipassana. Je décide, lors de la 2e heure, de partir dans ma chambre pour avoir un dossier, c'est-à-dire que très vite je me rends compte que mon petit box va être une opportunité de pouvoir méditer avec le dos contre un mur ou même sur une chaise, parce que j'ai même aussi une chaise, et tu vas voir, c'est une chaise en plastique, c'est pas un fauteuil confortable, mais néanmoins c'est quelque chose qui soutient le dos, et j'ai vite remarqué que ça allait être compliqué. Mais dans les chambres, quand t'es dans un dortoir, parce qu'à Vipassana t'as autant justement t'as ces fameux dortoirs, mais t'as aussi des chambres individuelles. Mais pour ça, il faut avoir déjà fait plusieurs méditations Vipassana, plusieurs retraites. Et donc, là, je me retrouve, comme je te l'ai dit, près des sanitaires, près du hall du réfectoire. Et j'entends du passage quand les bénévoles sont en train de préparer le repas du midi, et il y a les couverts qui sont là, ou même le petit déjeuner, et puis il y a ceux qui vont aux toilettes et qui marchent, qui sont plus bruyants qu'un éléphant, qui font glisser leurs claquettes sur le sol, là, tac, 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 tch, 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 tch. Et t'es là, mais est-ce qu'ils ont compris le principe d'une retraite Vipassana où on ne doit pas faire de bruit? C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on doit pas soulever nos pieds et ne pas faire de bruit quand on marche. Et donc tout commençait à m'agacer terriblement, en fait, parce que je me rendais compte que dans ma chambre il y avait tout le temps des petits bruits qui étaient là. Et du coup, moi, ça a été ma première question à Claude, c'est-à-dire que Claude, cet enseignant qui était en face de nous et qui ne bougeait pas, qui était vraiment d'une zénitude incroyable, ce petit bonhomme d'1m60, un grand-père de 75 ans, je dirais, franchement, il avait pas de dents, mais il avait un sourire d'enfant, une joie très fluide, on aurait dit un personnage de dessin animé, un personnage de Disney. C'était assez captivant. Et donc c'est vrai que quand il méditait dans le hall face à nous, il ne bougeait pas, il ne disait pas un mot. C'était incroyable comment il était carré. Et forcément, moi, dès le premier jour, mon mental il fait du bruit, ça va dans tous les sens, et je me retrouve à midi à aller le voir, à prendre un créneau. Et puis je lui dis, mais j'en peux plus déjà, et il y a du bruit dans le dortoir, et je peux pas méditer, mais j'ai mal au dos quand je suis ici. Et en fait, je vais découvrir en face de moi quelqu'un qui est dans cette fameuse philosophie de Vipassana, d'acceptation des choses, de changement. Et du coup, il me dit clairement, oui, c'est ta première fois, tu es dans un dortoir,
Tu as donc les inconvénients d'une vie en communauté, mais ça fait partie de Vipassana. Tu dois accepter. Et là, c'est dur à recevoir pour moi parce que je n'arrive, parce que mon mental, il veut pas accepter tout ça. Et donc, je lui parle un peu de toutes les choses voilà, qui sont là, notamment les douleurs au dos. Et il me dit, mais pour les douleurs au dos, ben, tu peux bouger. Tu peux bouger, tu peux changer de position de tes jambes, tu peux même te lever. Tu gardes tes yeux fermés, tu te lèves et tu te rassois, tu détends ton dos, tu peux t'étirer aussi. Donc ça, c'est mon premier jour où je me dis, mais ok, ça va être compliqué, ça ne va pas être simple, personne va me prendre par la main quelque part, hein, t'es dans ta responsabilité à toi, t'es face à toi-même. Claude, il est juste là pour t'aiguiller, mais il est pas là pour te prendre par la main. Et Vipassana, tu comprends que tu contrôles pas grand-chose, que tu suis le rythme, tu veux que ce soit agréable, ça le sera pas. Tu veux être fort, tu vas te sentir faible et tu vois surtout un truc, ton mental il panique de fou. Et là, je me dis, je suis pas en train de méditer, je suis en train de survivre. Le jour 2 arrive et j'ai une phrase qui tourne dans ma tête. Vais-je survivre à ce jour 2 ? Vais-je survivre à ce jour 2 ? Ou comment je vais faire pour quitter ce jour 2 ? Il y a quelque chose où j'appréhende total cette journée après avoir passé cette première journée à prendre les habitudes, le planning et comment ça se déroule. Parce que même si il se passe pas grand-chose, parce que la plupart du temps tu médites, il y a quand même un planning, comme je t'ai expliqué, il y a quand même des moments de pause, des arrêts, des machins, des trucs. Bon bah forcément, j'ai un peu pris mes marques, j'ai vu comment ça se passait. Mais ça a été tellement dur que je me dis, mais là aujourd'hui, je vais pas partir, mais est-ce que je vais survivre ? Mais comme si quelque part le jour 1 n'avait pas été assez challengeant, j'ai un deuxième challenge qui arrive au jour 2. On est dans le bâtiment G, et ce bâtiment G se trouve à avoir des problèmes de plomberie. À partir du jour 2, nous n'avons plus jamais eu d'eau chaude. Donc, on nous indique que dans le bâtiment H, à l'extérieur, il y a c'est des chambres individuelles et il y a on va dire une salle de bain handicapée où alors les bâtiments de chambres individuelles sont très beaux, hein, pour le coup. Tout est en bois, c'est très mignon, on dirait des petits bungalows d'un gîte forestier. Et donc, il y a cette salle de bain qui se trouve où il y a de l'eau chaude, etc. Sauf que j'avoue que moi, c'est une option qui me tente pas trop parce que justement, je suis juste à côté, moi, des sanitaires et justement de cet endroit où si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai envie d'aller me laver les mains, si j'ai envie d'aller prendre une douche, je suis juste à côté. Et du coup, ça m'arrange plutôt bien. Et le matin, je suis tellement en mode zombie que j'ai besoin de prendre une douche avant d'aller méditer à 4h30. Sinon, c'est pas possible. J'ai besoin de rester éveillé et donc de prendre une douche. Et j'ai accepté le challenge de la douche froide. On n'est pas à Bali, on n'est pas en Inde, les canalisations sont pas chauffées par l'air extérieur, l'eau était terriblement froide, on est en plein mois de janvier, dans le centre de la France. Fallait prendre sur soi. Et je me dis en plus que quelque part la douche froide aurait des bienfaits, donc allez, on va tenter ça. Donc dès ce deuxième jour, je commence tous les matins, de toute façon à partir de ce deuxième jour, je commence par une douche froide à 4h15. Et en même temps, cette journée, étonnamment, ça se passe plutôt bien. Je sens une forme de fluidité et je me dis le plus dur est peut-être passé. Et du coup, je me dis, c'est bon, voilà, le premier jour était compliqué. Allez, maintenant on profite, on apprend qu'est-ce que Vipassana, comment ça marche, etc. Et je sens aussi que j'ai beaucoup d'idées, c'est-à-dire que je sens que c'est fluide cette journée. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je pars ailleurs. Je ne suis pas dans le moment présent, je suis pas dans la pleine conscience. Je pense à mon anniversaire. Je pense à ces 40 ans. Et je commence à fantasmer mon retour à Paris et qu'est-ce que je vais organiser pour mes 40 ans. Et l'un de mes moments préférés, c'est ce moment où je vais, après avoir mangé à 11h, je vais souvent marcher entre 11h30 et midi et demi avant la reprise de 13h. Je vais aller marcher dans le centre Vipassana parce que tu as un bois, parce que tu as un terrain, une sorte de champ, et que quelque part tu es en pleine nature, que le lieu est vraiment très très beau, qu'il a fait relativement beau et plutôt... il a plu un petit peu, mais franchement, c'était pas au point d'être bloqué, on n'était pas en
au milieu de la neige, quoi. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me dis waouh, ça va être des moments pour moi génial, sauf que marcher me stimule et stimule mes idées, stimule ma créativité. Et donc là, dès le midi, je pense à mon anniversaire, j'imagine ce que je vais faire, comment je vais l'organiser, avec qui, où, comment. C'est vraiment une matinée et un midi où je suis dans la projection, dans la visualisation. Je vais apprendre avec Vipassana que Vipassana est tout sauf de la visualisation. Et en fait, là, j'étais en plein dedans. Et forcément, ça passe plus vite. Pendant les méditations, je suis dissipé parce que je continue à alimenter mon mental sur mon anniversaire. Et donc, forcément, ça passe plutôt vite. Il y a toujours un problème, et tu vas voir que c'est un problème récurrent aussi durant les 10 jours, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'il y avait une fatigue extrême. Je ne me suis jamais habitué, spoiler alert, je ne me suis jamais habitué aux 4 heures du matin. Plus le 4 heures débarquait et annonçait la douche froide, et plus je me réveillais avec une énorme fatigue qui souvent ne me quittait pas de la journée. Mais ce jour-là, il y a quand même une forme de fluidité où je me dis, tu peux partir, et je découvre quelque chose de simple en fait, avec le recul. Quand tu enlèves les distractions et que tu es dans cette routine militaire, ton cerveau il fabrique des distractions. Et c'est là que tu vois à quel point t'es dépendant des stimulations, des projections, des anticipations. Et Vipassana était là pour m'apprendre quelque chose. Être ici, pas demain, pas dans un mois, être ici. En fait, mon corps était là, mais dans ma tête, j'étais déjà rentré à Paris. Le jour 3 avait une couleur particulière, et pour cause, c'était le jour de mes 40 ans. Et c'est vrai que ce jour 3, je m'étais dit, le jour 2 s'est bien passé, c'était plus fluide, j'étais dans mon anniversaire, sûrement dû justement au fait que c'était la veille de mes 40 ans, et forcément j'étais dans ce côté-là à penser ce que j'allais faire. Là j'étais à Vipassana, mais qu'est-ce que j'allais faire en rentrant? Et donc ce jour 3, je me réveille, oui je suis fatigué, mais je me dis allez vas-y, va prendre ta douche, c'est génial, quelque part c'est un cap dans ta vie. Sauf que j'arrive, j'ai eu du mal, je crois que sur la fin je m'y suis habitué, mais j'arrive dans ce sanitaire, la lumière à 4h15 qui m'agresse les yeux, les néons, et je vais prendre cette douche froide qui était pas évident, je te laisse imaginer, 4h15, tu mets ton pied sous cette douche gelée, et puis là tu te dis mais comment tu vas faire, et là tu réfléchis pas, tu mets ta tête, je faisais un shampoing tous les jours, tu vois, j'étais vraiment en mode allez vas-y on y va à fond, malgré la difficulté. Mais je sais pas si tu sais, mais moi j'ai remarqué ça à partir de la douche froide, c'est vrai que ça a tendance à rendre la peau plutôt rouge, et j'ai eu un gros problème durant Vipassana. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la raison. Il se trouve que j'ai commencé à avoir des boutons dès le jour 1. Mais pas un peu. C'est-à-dire que mon visage a commencé à devenir un visage d'adolescent prépubère. Et je connais ça puisque j'ai eu beaucoup d'acné étant ado. Donc ça m'a ramené à mon adolescence. J'ai commencé à avoir des boutons sur l'une de mes joues, puis sur l'autre joue, puis au niveau de mon menton, puis au niveau de mon front. Et quand je suis sorti de la douche, donc ce matin de mes 40 ans, que j'ai vu ma tête face au miroir éclairé par les néons à 4h15 du matin, avec quand même, on va pas se mentir, la gueule dans le cul, je me suis dit mais t'es affreux mon pauvre, t'es affreux. Je me trouvais mais dégueulasse. Et là tout d'un coup ça va aller cette journée, je me suis dit non c'est pas possible en termes d'image personnelle, moi qui justement ai un peu peur de vieillir, j'étais là mais je me sens mais affreux, et je regarde mes cheveux mouillés, et puis tout d'un coup je vois un cheveu blanc en haut, alors que j'ai pas beaucoup de cheveux blancs mais j'en vois un, et je me dis mais d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. En fait, rebelote, je repars dans un mood, c'est comme si le jour 2 n'avait pas existé, je repars dans mon jour 1 où ça ne va pas. Et surtout que là, la fatigue est là. Je m'endors dès que je ferme les yeux. C'est quelque chose d'abominable. T'es en méditation, t'es assis, t'as les yeux ouverts, t'es éveillé, tu les fermes, tu pars dans des rêves. Je ne savais pas que l'être humain pouvait passer de je suis éveillé à endormi en une fraction de seconde, mais plusieurs fois, puisqu'en fait je passais mon temps à ouvrir mes yeux pour revenir à l'instant présent et être là, et dès que je fermais les yeux je m'endormais, je partais dans des rêves, j'étais dans une lutte constante, j'étais complètement
KO, j'avais envie de m'écrouler et à 5h15, je suis parti, je suis retourné dans ma chambre et je suis allé me coucher parce que je n'en pouvais plus quoi finalement, je n'en pouvais plus, j'étais crevé. Donc ce début de journée de 40 ans, j'étais là, ok, en fait, vais-je survivre au jour 2, mais vais-je survivre au jour 3 ? Et lors d'une des méditations, j'ai eu vraiment un cadeau exceptionnel. C'est-à-dire que c'était la méditation du matin obligatoire parce que, je l'ai expliqué brièvement au début, mais il y a 3 méditations obligatoires dans le hall. À 8h, à 14h30 et à 18h. Et là, tout le monde doit être présent dans le hall de méditation, tu ne peux pas être dans la chambre. Et en sortant de la méditation du matin du hall, je sens quelqu'un qui me tapote sur l'épaule, je tourne la tête et je vois Kevin. Et Kevin qui me glisse à l'oreille, « Bon anniversaire !» Mais tu peux pas imaginer ce que ça m'a fait. Parce que ce matin-là, je m'étais dit, durant d'ailleurs cette méditation, t'es quand même fou de te retrouver pendant ton anniversaire, tes 40 ans, c'est pas tes 38 ans, ni tes 25 ans, ni... Enfin non, on est sur... C'est comme les 20, les 30, les 40, les 50, c'est des âges clés, c'est des changements de dizaines. Et là, tu te retrouves tout seul, et le jour de tes 40 ans, personne ne va te souhaiter ton anniversaire. Et je dis, mais t'es fou! Et donc là, le fait que Kevin me dise bon anniversaire, mais ça m'a bouleversé. Ça a été un geste qui m'a tellement fait du bien à mon cœur. Donc ça m'a donné du baume au cœur pour continuer cette journée. Et d'ailleurs le midi, j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est que encore une fois j'ai été voir Claude, l'enseignant, j'avais des questions à lui poser, je me suis inscrit sur le petit calendrier et à midi j'étais face à lui. Et en fait, je lui ai posé des questions par rapport au sommeil parce que je m'endormais vraiment beaucoup. Les méditations devenaient insupportables à cause de ça. Et il m'a expliqué, si tu t'endors, tu te lèves, tu vas faire un tour dehors, tu t'étires et ça va aller. La fatigue n'existe pas. C'est uniquement ton corps. Et ça... D'ailleurs, je pense que je l'évoquerai plus tard, mais dans les discours, on avait des explications, les discours de S.N. Goenka, et il expliquait que la fatigue, c'est une façon de t'échapper quelque part de la pleine conscience, et que le corps, il préfère s'endormir ou visualiser autre chose pour ne pas voir réellement ce qui se passe dans le corps. Donc, moi, là-dessus, j'étais dans une fuite permanente, et je me demande si j'ai réussi à quitter cette fuite pendant les 10 jours. J'avais toujours des choses comme ça qui faisaient que je me déconnectais. Donc, il m'a donné quelques astuces. Mais c'est surtout que j'ai posé une question et je m'en veux un peu parce que c'est pas le Nico, c'est le Nico Podcaster en fait qui s'est invité face à Claude et c'était pas du tout son rôle. Nico Podcaster n'existait pas pendant cette retraite Vipassana, c'était Nicolas avec lui-même et certainement pas le podcaster. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui poser cette question. Faut imaginer qu'on a des créneaux et on est en one-to-one avec l'enseignant. Et là je lui ai dit quel conseil tu donnerais à ton toi de 40 ans? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Aujourd'hui même, j'ai 40 ans. Et en fait, je me suis vu un peu faire mon intéressant, un peu ramener encore à cette journée où c'est vrai que Kevin m'avait tellement fait chaud au cœur et je crois que j'avais du mal à imaginer de ne pas être vu, de ne pas être entendu lors de cette journée. Et je me rends compte que Claude, il a été un peu pris par surprise par cette question, il ne s'y attendait pas. Il m'a souhaité bon anniversaire, il m'a dit bon anniversaire déjà, mais j'ai senti que c'était pas son rôle, parce que Vipassana, c'est faire face à toi. C'est pas faire face à tes... j'en sais rien, mais pas à ton anniversaire, il y avait pas un gâteau qui allait débarquer ou autre. Et je vois quand même qu'il y avait quelque part une attente de mon côté. Et là, en fait, il a été clair avec moi tout de suite. Il m'a dit... Je ne suis pas là pour répondre à des questions personnelles. Je n'ai aucun conseil à te donner. Tu es là pour expérimenter Vipassana. Donc je peux répondre à des questions qui concernent la technique Vipassana et ce qui va t'aider à le vivre au mieux. Par contre, je ne vais pas répondre à cette question. Profite de ces 10 jours. Tu as une chance incroyable d'avoir été tiré au sort. Donc c'est un cadeau pour toi. Profite de ça. Et là, en fait, il a reposé le cadre. Il a été très neutre. J'ai été frustré, je dois le dire. J'ai été frustré, mais j'ai compris que c'était pas le moment ni l'endroit de faire mon intéressant et de me mettre en avant. C'était l'humilité de revenir à qui je suis et de revenir juste, voilà, j'ai 40 ans. Et alors, en fait, on s'en fout. T'as choisi d'être là. Maintenant, tu continues ta journée. Et le soir, il se trouve que ça a été très étonnant lors du discours de S.N. Goenka.
En fait, tu vas voir, il y a eu un décalage au niveau du commencement de cette retraite Vipassana parce qu'il y avait des intempéries de neige et de tempête au mois de janvier. Et donc, au lieu de partir tel jour, on est parti le jour d'après. Ce qui a donc décalé quelque part les jours 1, 2, 3. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'on a perdu un jour. Et tu verras dans la suite de ce que je vais t'expliquer, on a fait 2 jours en un. On a eu 2 discours en une journée. On nous a squeezé un jour, c'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas fait 10 jours, j'ai fait 9 jours. Et donc, j'aurais dû, à la base, être en jour 4 pour mes 40 ans. C'était comme ça qu'était calculé quelque part et j'y voyais presque un signe. Mais je me suis retrouvé en jour 3 pour mes 40 ans. Mais alors, moi qui pensais que tout était un peu désaxé dans ce que j'avais prévu, eh ben en fait, le discours du soir disait quoi ? Alors, il dure 1h30, je vais pas te dire les 1h30 de discours, mais il y a un passage où il disait « Lorsqu'on atteint l'âge de 40 ans, on se regarde dans le miroir et on découvre quelques cheveux blancs. Ah, les cheveux blancs. Non, non, non. Et on se précipite pour acheter de la teinture. On l'applique, puis on se dit, je suis jeune, je suis encore jeune. On essaie de tromper les autres, de se tromper soi-même. Mais comment tromper la nature ? Comment tromper la loi ? Le fait qu'on grisonne, qu'on vieillit, qu'on décline, on se flétrit, on meurt petit à petit. À chaque instant, on meurt, on meurt. Et là, je me dis, mais c'est fou. Mais il me parle à moi. Mais SN Gwenka, il a su. Et ensuite, il explique que si nous avions réellement le contrôle ou la maîtrise de notre structure physique, nous pourrions ordonner à notre corps de rester jeune. Mais que face à la loi de la nature, nous sommes en réalité impuissants. Selon lui, la sagesse consiste à comprendre cette réalité plutôt que de vivre dans l'ignorance ou l'illusion d'une permanence, une permanence qui n'existe pas. Et c'est vrai que quand j'entends ça le jour de mes 40 ans, là où le matin j'ai vu ma tête, j'ai vu ce cheveu blanc, j'ai trouvé incroyable cette synchronicité, j'ai trouvé incroyable que le fait que ce soit décalé, que le début ait été décalé, je me retrouve à entendre ce discours ce jour-là qui finalement me parlait tellement. Et il a terminé en disant, quelque part, j'ignore combien de temps il me reste à vivre, mais il faut que j'en fasse une meilleure utilisation. Comment faire une meilleure utilisation du temps qu'il nous reste ? Et il explique que c'est ça la sagesse. Et ça m'a forcément beaucoup parlé, et peut-être que ça m'a parlé parce que en ce jour-là, j'ai compris que fallait pas que je regarde le passé, il fallait que je regarde comment je peux faire une meilleure utilisation de ma vie dans le futur. Et c'est le début de la grande vérité de Vipassana, c'est anicca, ce mot qui est répété tout le temps, anicca, l'impermanence, tout change. Tu crois que tu es jeune, ça change. Tu crois que tu maîtrises, ça change. Tu crois que ton corps t'obéit, non, l'impermanence. Et derrière, il y avait déjà quelque chose de très très fort. La sagesse, c'est arrêter de lutter contre la réalité. Arrive le jour 4, on croit que ça va mieux, mais ça c'est jusqu'à la torture. Ouais, la torture. Ouais, non, mais je pèse mes mots. Le jour 4, en fait, le réveil est plutôt ok, la douche froide, 4h15 du matin, ok, la méditation... Bon, ça va, il y a un peu moins de fatigue, j'arrive à peu près à gérer. J'ai des discussions avec moi le midi, alors c'est marrant de dire ça comme ça, mais c'est vrai que durant cette marche, ça me fait le plus grand bien. Je mange à 11h, à 11h30, je termine. Je dois dire d'ailleurs que la nourriture est incroyable. On mange tellement bien, c'est des produits de saison, des produits naturels, cuisinés, soit chauds, soit froid, avec des sauces, mais tout très naturel, très sain, il n'y a pas de sucre, il y a très peu de sucre d'ailleurs, il y a quasi pas de dessert, mais néanmoins, j'ai aucun manque. On mange le matin, le petit déjeuner à 6h30 et à 11h, le repas du midi. Il y a que 2 fruits à 17h, mais j'ai pas ressenti de la faim. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment impacté. Au contraire, j'étais rassasié et j'étais toujours très heureux de passer au repas parce que j'allais manger en silence, manger dans le calme, manger avec moi quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait le plus grand bien. Et pour le coup, c'est à 11h30, ma priorité, c'était d'aller marcher, d'avoir à peu près 1 heure de marche. Et j'allais dans ce champ, et ce champ, dis-toi que faire le tour en marchant très lentement, c'était 5 minutes. Et ça m'est arrivé de faire 1h, 1h20, même de marche, un nombre de tours incalculable autour de ce champ, et j'adorais ça. Et il se trouve que au début, la forêt était fermée à cause des intempéries qu'il y avait eu et de la neige. Et pour
sur le coup, dès le jour 4, on a pu avoir accès à cette forêt, et c'était génial. Ça a amené un peu de nouveauté, parce que dès le jour 4, on était déjà dans une routine, mais ça a amené un peu de nouveauté. On a pu découvrir cette forêt, et là, dis-toi que le tour du champ plus de la forêt, ça me faisait une boucle de 17 minutes. Ouais, j'ai eu le temps de calculer, 17 minutes, donc ça me faisait quand même des tours assez variés comme ça pendant une heure et quart à peu près. Et c'est des moments que j'avais pour moi. Et ça, je me rends compte à quel point ça me manque dans ma vie quotidienne. Et je sais pas toi comment tu vis, mais c'est vrai que j'ai adoré être seul, sans musique, sans téléphone, et juste laisser mes pensées me parler. Certains vont parler de surmoi, de conscience, voilà, de ce que tu veux. Mais effectivement, il arrive à un moment donné où tu es tellement dans le flow, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, j'étais tellement dans un flow que quand je me posais une question, j'avais une réponse qui tombait automatiquement. C'est comme si je laissais l'intuition, l'instinct poser la question, poser la question et y répondre. Du coup, j'ai réussi à résoudre, en tout cas à rendre beaucoup plus clair plein de choses dans ma vie. Notamment, il y a eu ce jour 4 où j'ai eu cette question qui m'est venue, mais de quoi t'as envie dans ta vie? Et donc là, tu passes une heure à réfléchir à ça. Tu passes une heure à, ok, qu'est-ce que je veux? C'est vrai que j'aimerais bien avoir un appart plus grand. C'est vrai qu'avoir un chat, ça me manque. Ouais, j'ai vraiment envie d'avoir un chat. C'est vrai que finalement, avoir des flirts avec des mecs qui ont 25 ans, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, je veux une relation saine, une relation stable. Et donc, il serait peut-être intéressant de plutôt avoir des mecs qui ont mon âge et de me dire, arrête de chercher peut-être à te rendre plus jeune que tu ne l'es et accepte ton âge davantage. Et accepte d'avoir des relations avec des gens peut-être qui auront ta même tranche d'âge. Donc vraiment, c'est de voir les choses beaucoup plus claires. Il y avait c'est pour moi l'un des moments clés de Vipassana, c'est ce moment où j'avais un rendez-vous avec moi-même et où je n'étais pas concentré sur une technique de méditation, mais j'étais sur qu'est-ce que je veux. Et donc, tous ces midis étaient pour moi quelque chose de très précieux, en tout cas. Et donc, ce début de journée, en soi, tout va bien. C'est génial, ça se passe bien, c'est plutôt cool. Mais à 14h, on débute la technique Vipassana. On venait de passer 3 jours à faire Anapana, juste se concentrer sur l'air qui rentre et qui sort de nos narines. Reprendre le focus de pouvoir être précis et être dans l'instant présent grâce à la respiration. Bon, quand tu fais ça pendant 10 heures, autant te dire que c'est compliqué déjà. Mais néanmoins, voilà, tu pouvais bouger, tu pouvais le faire dans ta chambre, tu pouvais ouvrir les yeux pendant les méditations. Il y avait un côté un peu flexible. Et là, on apprend Vipassana, jour 4, 1 heure à écouter Essen Goenka qui nous explique ce qu'est Vipassana. On ne doit plus bouger. Et à 15h, on expérimente méditation d'1 heure sans bouger, sans ouvrir les yeux. On trouve une position, on ne bouge plus. Là, ça faisait 2 heures, du coup, que je n'ai pas bougé et que je suis resté statique. C'était horrible. Là, les douleurs ont commencé à monter. Déjà que j'en avais quelques-unes, mais je bougeais justement pour aller mieux. Et là, mon corps, il hurlait. Je découvre cette nouvelle forme de douleur, c'est la douleur imposée. Alors évidemment, il n'y a personne avec un fusil, tu vois, sur ta tête en mode si tu bouges, je tire. Non, évidemment. Mais néanmoins, si tu veux expérimenter le véritable Vipassana, c'est ça, c'est tu restes et tu ne bouges plus. Et là, je me rends compte que c'est affreux. J'ai des couteaux dans le dos, ça me transperce le dos et je me dis mais je vais jamais tenir. Et là c'est d'autant plus long, l'heure sans ouvrir les yeux, ça me paraît interminable. Ça, c'est 3 heures par jour. Encore une fois, les méditations obligatoires, 8h du matin, 14h30 et 18h, sont les méditations où on expérimente le fameux Vipassana sans bouger les yeux fermés. Le reste du temps, les autres méditations, on peut être moins carré, on peut bouger, ouvrir les yeux. Je tiens quand même à préciser. Et le soir, Essen Goenka, dans son discours de 19h, nous parle des sankharas. Les sankharas, c'est quoi? C'est un conditionnement. C'est une trace que tu as stockée dans ton corps et ton mental. C'est un peu comme un programme automatique. On te parle mal, tu chauffes, tu te contractes, tu te sens rejeté, tu vas avoir une boule au ventre. Tu as peur, tu vas avoir la gorge serrée. Tu es frustré, tu as une tension, une rage, une agitation.
Et en fait, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est enregistré dans ton système. Et Vipassana dit quelque chose de très fort. Les sankaras naissent au niveau des sensations. Donc si tu changes ta relation aux sensations, tu changes tes réactions. Tu peux déprogrammer ces automatismes. Et c'est là qu'il y a quelque part un super pouvoir qui débarque, l'équanimité. L'équanimité, c'est pas être zen, c'est pas être calme, c'est rester stable. Tu sens de la douleur, tu observes sans fuir. Tu sens du plaisir, tu observes sans t'accrocher. Anicca, rien ne dure, tout change. Tu ne nourris ni l'avidité ni l'aversion. Et plus tu fais ça, et plus tu arrêtes d'alimenter les vieux programmes. Et petit à petit, ces fameux sankaras, programme interne, remontent, se dissolvent et tu t'allèges. Donc en gros, un Vipassana, toujours pareil, c'est pas pour te détendre, c'est fait pour déprogrammer ton système nerveux, un sankara l'un après l'autre. La souffrance n'est pas une douleur, ta souffrance c'est la guerre contre la douleur. Le but c'est de revenir quelque part à cette équanimité pour accepter davantage dans ta vie, une fois que tu l'expérimentes dans ton corps, les choses qui t'arrivent et ne pas réagir aux choses qui t'arrivent pour gagner en fluidité dans ta vie. Ce jour-là, j'ai compris que le corps peut faire mal, mais que le mental peut faire pire quand il continue d'alimenter la souffrance. Le jour 5, j'ai beau normalement avoir compris l'enseignement Vipassana et être dans l'acceptation, l'observation, pas l'acceptation mais l'observation, en fait c'est pas possible. Je craque, je suis crevé, mais crevé, littéralement crevé, je m'endors, j'ai mal partout, tout m'énerve, tout m'insupporte. Je me lève 4h15, la douche froide, j'arrive en méditation à 4h30. Et là, en fait, 4h33, j'ai mal au dos, je souffre. À 5h, mais je fuis dans ma chambre, j'en ai ras-le-bol. J'ai un discours intérieur qui est absolument violent. Qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'es venu là ? Pourquoi t'es venu souffrir dans ce centre de méditation Vipassana ? Et du coup, la journée est très compliquée. La marche du midi, encore une fois, c'est ce qui vraiment me permet de reconnecter à moi. J'ai ce moment où ça a vraiment été des moments de pause. En tout cas, cette journée-là, j'ai reconnecté à qu'est-ce qui me mettait en joie. Et puis je trouvais pas. Et du coup, il y a cette question qui m'est venue. Mais qu'est-ce qui te met en paix ? J'ai regardé ce qui me mettait en paix. J'ai remarqué ce qui me mettait en paix, c'est ce qui me mettait en joie. Enfin, c'était incroyable comment j'avais des nœuds mentaux qui, en tout cas, réussissaient à se dénouer grâce à ces marches méditatives durant ces moments-là. Ce qui était assez étonnant d'ailleurs, parce que quand je te parlais de service militaire ou de prison, c'est qu'au début, quand la forêt était fermée et qu'on se retrouvait à marcher autour d'un champ, imagine 15-20 mecs, quand il y avait 15-20 mecs qui étaient en train de marcher, la tête baissée, s'il pleuvait, ils avaient une capuche, et on ne se regarde pas, on marche la tête baissée, et souvent on avait trouvé un truc où on marchait dans le même sens. Franchement, j'étais là, mais c'est quoi si on nous filmait ? Mais on se dirait, mais les gens, ils sont fous, ils sont complètement fous. Mais en tout cas, ces moments de marche, ça me fait tellement de bien. Et j'ai été voir le prof, j'ai été commencer à lui dire, j'ai vraiment mal, parce que je voulais lui expliquer. Surtout que j'ai vu que certaines personnes se retrouvaient avec des dossiers, c'est-à-dire qu'on leur donnait un dossier qu'on mettait sous le coussin, et du coup, ils pouvaient être stabilisés quelque part. Et je comprenais pas, et donc il y avait ma tête de, mais moi aussi, je veux un dossier. Et quand j'ai été voir Claude, pareil à la pause de midi, il m'a dit continue à travailler, continue à expérimenter Vipassana. Et je voulais pas lui dire mais pourquoi certains ont des dossiers, etc., etc. Je savais, on me l'avait dit que c'était pour raison médicale. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, moi j'étais tellement surexcité dans ma tête, j'ai voulu changer de place dans le hall de méditation parce que ça ne m'allait pas, parce que la personne en face de moi reculait au fur et à mesure qu'on méditait. J'étais là mais elle va tomber sur moi à un moment donné. Donc j'ai voulu changer de place parce que mon voisin avait pris une chaise et j'étais là, mon voisin a une chaise, donc moi je voudrais avoir un dossier. Enfin, ça a commencé à être le bazar dans ma tête. J'ai commencé à vouloir changer de place, à vouloir un dossier, à vouloir le faire à ma sauce en fait. Et quelque part, Claude était tout le temps là pour me ramener. Pas de drama, on arrête d'alimenter le mental, on suit le cours, on est dans l'observation de cette vie en communauté, l'observation des douleurs, et on arrête de se créer en fait encore plus de souffrance avec son discours interne.
Et le discours du soir, d'ailleurs, à chaque fois, ça permettait de comprendre ce qu'on expérimentait. Et du coup, le discours du soir, on comprend bien. T'as une sensation, une réaction, avidité ou aversion, attachement, souffrance. En gros, l'apprentissage du jour 5, c'est tu ne souffres pas à cause de ce qui arrive, tu souffres à cause de ta réaction. Et le mot-clé, c'est aversion. Ce jour-là, j'étais en aversion contre la douleur, contre le centre, contre la fatigue, contre les frustrations, contre tout ce qui était autour de moi. Et en fait, je multipliais le feu intérieur. J'ai compris que je ne souffrais pas ici, je ne souffrais pas à Vipassana, je souffrais de moi et de toutes les réactions qui étaient en surchauffe totale, puisque là, plus rien n'allait dans cette journée. Puisque vraiment, chaque personne pouvait m'agacer, le moindre bruit pouvait m'agacer, quelqu'un qui toussait, quelqu'un qui reniflait. C'était devenu insupportable. Mon corps, il souffrait de douleur et mon mental souffrait de tout l'environnement. C'était une journée de calvaire. Le jour 6 arrive et c'est reparti, la routine, 4h le gong, 4h15 je prends de la douche froide, 4h30 je suis en méditation. C'est vrai que cette journée-là, pour le coup, il s'est passé... j'ai beaucoup aimé, en fait, Kevin a été quelqu'un qui a vraiment pris de la place dans sa retraite Vipassana sans qu'il s'en rende compte. Mais ce petit message de me souhaiter mon anniversaire m'avait beaucoup touché. Sa présence était extrêmement réconfortante alors qu'on ne se regardait pas, mais quelque part je mangeais à côté de lui et je sentais un calme olympien qui me faisait beaucoup de bien. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je l'entends prononcer mon prénom derrière le rideau donc de mon box là où je dormais. Et je dis, mais déjà, comment il connaît mon prénom ? Et c'est vrai qu'il me propose une bouillotte et des boules de massage. Parce qu'il avait compris que j'avais mal au dos. Je l'avais exprimé lors d'une petite méditation de groupe. Des fois, Claude, l'enseignant, nous appelait par groupe de 6. Et j'avais évoqué mon mal de dos, à nouveau, pour ne pas changer. Et Kevin l'avait entendu. Et du coup, il me propose ça. Et ça m'a tellement touché. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point l'humain me manquait terriblement. Et forcément, quand il y avait des petites attentions comme ça, je me disais, mais entre nous, c'est tellement ce qui nourrit en fait l'être humain. Et j'avais fait une interview avec Charlie Head qui expliquait bien que le bonheur se trouve dans les liens que l'on crée avec les gens. Aucun souvenir, tes meilleurs souvenirs dans ta vie, normalement, tu n'as aucun souvenir où tu es seul. C'est forcément avec les gens. Et du coup, quand Vipassana nous coupe de ça, la moindre interaction, et Kevin a été ces petites interactions qui m'ont tellement fait de bien, qui m'ont tellement réchauffé mon cœur. Le midi, je fais ma petite marche habituelle, toujours ce moment de connexion à moi où j'arrive à dénouer plusieurs nœuds dans mon cerveau, dans ma vie, dans ce que je veux, de clarifier pas mal de choses sur mon fonctionnement et ça c'est absolument génial et je me sens plus ouvert aussi. Je sens que quelque part, j'ai envie de connecter davantage justement avec les personnes que je côtoie tous les jours mais que je ne regarde pas, à qui je ne souris pas et à qui je ne parle pas. Et peut-être que c'est cette petite phrase du matin de Kevin qui me donne envie de connecter plus, même si je ne peux pas, mais c'est comme si j'avais envie de connecter davantage à leur énergie. Et du coup, quand je me balade, je commence à être plus à essayer de sentir qui sont ces gens-là, et au sens figuré comme, comment on dit déjà, je sais plus l'expression, mais en gros, je sens aussi des fois leur parfum ou leur odeur, et c'est assez drôle de connecter à l'autre de cette manière-là. Tout devient plus subtil finalement. À force d'être dans notre bulle, on a les sens qui se décuplent, et c'est vrai que quand je croise quelqu'un, et si je fais très attention, je vais vraiment savoir si en fait son écharpe ou son manteau a une odeur de parfum. D'ailleurs certains, j'aurais tendance à croire qu'ils mettaient du parfum alors que c'était interdit, mais en fait on sentait vraiment une odeur assez, qui sentait très bon d'ailleurs en général, et on arrivait à sentir un peu les odeurs des personnes, et ça m'a fait un bien fou. Encore une fois, je cherchais un peu à m'évader, parce qu'au bout d'un moment t'es tellement avec toi-même que moi je ressentais le besoin de m'évader grâce à l'autre, malgré cette barrière qui faisait qu'il ne se passait pas grand-chose. Et le soir, j'ai eu l'une de mes pires méditations. La douleur était à son paroxysme, mon agacement était toujours là, le jour 5 planait toujours au-dessus de moi, et ça continue en jour
jour 6, j'avais beaucoup de colère et la douleur était tellement forte dans mon dos, je n'arrivais tellement pas à appliquer à Nietzsche et à donc être dans cette impermanence et accepter la douleur que je me suis mordu la lèvre de rage jusqu'au sang mais vraiment j'avais une colère en moi, je voulais tellement faire diminuer la douleur du dos que je me suis mordu. J'avais beaucoup de colère et le discours du soir, SN Goenka, il a parlé de cette envie de partir qu'on peut avoir, de cette fatigue justement qu'on peut ressentir telle une fuite de son cerveau, de la comparaison qu'on peut avoir avec les autres qui est un véritable poison parce que tu vas regarder ton voisin qui ne bouge pas et tu vas imaginer que lui tout se passe bien alors que tu vas apprendre le dernier jour qu'il souffrait le martyre et juste quand tu as les yeux fermés tu ne vois pas quand les gens se lèvent ou quand les gens bougent et donc quand tu ouvres les yeux tu prends une capture, une photographie de ce qui n'est pas la réalité, de ce que chacun vit et donc il explique bien aussi Goenka qu'on arrête de penser que le voisin ça va mieux. Les voisins qui avaient par exemple un dossier, j'ai appris par la suite, qui souffraient terriblement, qu'ils avaient un problème au dos, c'est pour ça qu'on leur a mis un dossier et que même avec le dossier potentiellement ils souffraient autant que moi, voire plus et que la comparaison c'est un véritable poison et donc c'était aussi très intéressant de voir ça. Encore une fois, Vipassana ne te calme pas. Vipassana, ça te met face à ton bordel intérieur. Ça te met face au miroir de la vie, quelque part. Une fois que tu as tout coupé, tu es face à tes émotions, à tes agacements, à qu'est-ce que tu compares, comment tu te vois, comment tu perçois les choses. C'était assez impressionnant en ce jour 6, à quel point on était déjà au 6e jour, mais j'étais encore dans des apprentissages qui n'étaient pas du tout des apprentissages agréables, mais plutôt face à mes tempêtes intérieures. Et nous arrivons au jour 7. Et oui, ce jour 7 va être une forme de déclic, voire même peut-être une petite victoire après les jours passés qui ont été franchement affreux. Ça, affreux. Et ce jour-là est déjà particulier pour quelque chose, c'est que on va avoir le jour 7 et 8 mis dans la même journée. Vu qu'on a loupé un jour, qu'on a démarré en décalé, eh ben, on ne rattrape pas ce jour et donc on va avoir 2 discours. On va avoir le discours de SN Goenka qu'on aurait dû avoir le jour 7 à 13h et le discours du jour 8 à 19h, comme d'habitude. Donc on va squeezer un jour. Je peux te dire que j'étais ravi à ce moment-là de me dire que j'allais faire 9 jours plutôt que 10 dans la réalité. Donc c'est une double journée et elle commence plutôt bien puisque finalement je médite et ça va et à 13h lors du discours du jour 7 je demande une chaise et c'est vrai qu'on m'avait refusé la totalité, j'avais appris à accepter les noms à toutes mes demandes mais en fait j'avais remarqué que certaines personnes lors des discours avaient droit à une chaise et du coup j'ai demandé au manager s'il était possible d'avoir une chaise et là ça ne posait pas de souci et ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je n'en pouvais plus de passer les discours des SN Goenka sur mes coussins avec le dos éclaté puisque on passait notre temps finalement souvent justement sur ces fameux tapis de méditation. Donc ça a reposé mon dos et ça me permettait d'écouter ces discours qui ont toujours été absolument passionnants. J'ai toujours adoré en tout cas ce qu'il disait, c'était pour moi une bulle un peu extérieure où j'arrivais à nourrir en fait mon mental autrement et c'était toujours passionnant. Je dois dire que ça là-dessus c'était vraiment bien. Et c'est vrai que là le discours de 13h il m'a énormément parlé. On a parlé, il y a eu une histoire qui a été racontée que j'ai trouvé géniale. Il parlait de 2 familles, un roi qui meurt et il y a les 2 fils avec leur famille qui décident d'habiter le château. Et dans ce château, ils partagent tous les biens et tous les biens du père qui était roi, sauf qu'à un moment donné, les 2 familles ne vont plus s'entendre et ils vont se séparer. Ils vont décider de partir chacun de leur côté et de tout revendre. Et dans la revente du château et des biens, ils vont découvrir une boîte qui a été cachée. Et dans cette boîte, il y a 2 bagues. Il y a une bague avec un diamant et une bague qui est en argent. Et l'aîné, le grand frère, va décider de garder pour lui la bague avec le diamant sous prétexte que c'est le plus grand et que donc il doit garder cette bague. Et le petit frère, du coup, va accepter la bague en argent. Et il se trouve que le grand frère, en fait, va vivre avec des hauts et des bas. Dès qu'il y aura l'hiver, il va être déprimé. Il va rentrer dans ce mental, dans des instabilités de santé mentale. Et dès qu'il fera beau, tout d'un coup, waouh, il va se sentir bien, il va remonter. Et il n'aura pas du tout d'équanimité, finalement, dans sa vie. Et il ne vivra pas l'impermanence. Et quelque part, le petit frère, lui, va découvrir sur la bague en argent qui a beaucoup moins de valeur, une phrase qui est « cette bague aussi passera ». Et en fait, il va
appliquer dans sa vie cette idée que rien ne dure, que tout bouge, que tout est impermanence. Et à ce moment-là, lui, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, peu importe, il va réussir à gagner en stabilité émotionnelle toute l'année parce que il va comprendre que peu importe l'émotion qu'il peut ressentir à un certain moment, ça passera. Et en fait, c'était la plus grande richesse d'avoir cette deuxième bague et non pas la première, qui est une forme de dépendance à vouloir toujours plus, à vouloir quelque chose qui coûte plus finalement, sans comprendre que la vraie valeur c'est de réussir à être équanime sur sa vie. Et forcément ça m'a énormément parlé, ça m'a parlé à ma vie personnelle, moi qui souvent va être dans des tunnels de boulot, dans l'hiver à travailler et des fois avoir un mental qui est pas des plus dingos justement dans ces périodes-là et qui m'évade au bout du monde à partir d'avril pour aller retrouver justement ce désir, cette avidité à plus, à mieux et qui n'arrive peut-être pas à trouver l'équanimité dans l'année. Donc cette histoire m'a énormément parlé. Le midi, on ne change pas. J'ai été voir Monsieur Claude. Je lui ai parlé de mes tempêtes mentales. Et comme il m'a expliqué, le but n'est pas de les mettre de côté. Les tempêtes mentales, il faut les observer. Puisque, encore une fois, on revient à Vipassana. L'observation. Tu te mords la lèvre, tu pètes un câble, t'es comme ça. Et ben, faut savoir revenir à la méditation pour être au calme, à savoir la méditation Anapana. On laisse l'air rentrer et sortir. On focus là-dessus comme les 3 premiers jours de cette retraite et du coup on revient à tenter de retrouver un minimum de calme. La marche de midi, encore une fois un délice, c'est vraiment toujours un super moment et à 18h, un véritable déclic. Je commence la méditation de groupe obligatoire dans le hall sur mes 50 000 coussins, toujours pareil et là je me dis allez let's go, peut-être que je vais encore souffrir le martyre et en fait c'est vrai, j'ai très très mal au dos au bout de 1 minute, même pas 45 secondes, la douleur est là et je me dis allez c'est reparti et en fait étrangement je scanne mon corps de la tête aux pieds et je reste dans une équanimité et là en fait je réagis pas au mal de dos, je n'explose pas, je reste tranquille, je suis équanime et pour moi ça a été un véritable déclic parce que le mal de dos ne m'a quasi pas quitté pendant l'heure et j'ai enfin mis le doigt sur cette idée de prendre du recul et de ne surtout pas être dans cette aversion ou cette avidité de vouloir ou de ne pas vouloir mais être juste ok, bon bah là il y a une douleur au dos et si on soufflait, on scannait le corps sans y prêter non plus une grande intention, même si c'était très douloureux, et ben j'arrivais finalement à scanner mon corps comme expliquait ce qu'il fallait faire avec Vipassana et de ne pas être omnibulé par la douleur du dos. Et là pour moi ça a été une grande victoire, enfin cette victoire que c'est possible quelque part de prendre du recul et je l'ai expérimenté dans mon corps. Le discours du soir, donc du jour 8, puisque du coup discours 7, discours 8 dans la même journée, c'était encore très intéressant. Tout repose sur cette loi universelle. Si on multiplie les souffrances, on les éradique. Chaque sankhara, comme je l'ai dit, conditionnement, réaction mentale, est impermanent. Il apparaît, disparaît. On revient en fait dessus tant qu'on le nourrit. Si on réagit à une sensation, que ce soit la douleur ou le plaisir, on relance toujours la machine. Aversion, sensation désagréable, aversion, multiplication. Il explique que si on nourrit pas la sensation par le désir ou l'aversion, eh ben le sankhara, ce conditionnement, cette réaction mentale, ça perd de sa force et commence à s'éteindre. C'est ce qu'il appelle la loi d'éradication. C'est ce que j'ai commencé à sentir finalement quand j'ai observé la douleur dans mon dos, c'est que elle était là, mais à ne plus être focalisée sur cette douleur. Elle a commencé à s'atténuer et même à disparaître durant la méditation. Et c'était assez incroyable de voir comment elle pouvait bouger alors que finalement, la veille, j'étais vraiment omnibulé par cette douleur et elle m'a fait vivre un enfer. L'image clé, c'est que le sankhara, c'est comme une graine. Si tu lui donnes un sol fertile, eh ben, c'est la réaction et elle repousse du coup. Et si tu lui mets sur un sol rocailleux, c'est l'équanimité. Elle meurt. Le mental a besoin d'énergie à chaque instant. Cette énergie, ce sont nos réactions. Si on n'en crée plus, l'esprit utilise les anciens stocks. Il remonte et en fait, les anciens stocks remontent et ça dissout en fait le reste et ça, on devient équanime. Le seul vrai critère de progression, ce n'est pas la sensation agréable ou désagréable, c'est l'équanimité au niveau du
corps. Et ça a été tout le long, encore une fois, assez passionnant en tout cas de voir à quel point finalement le futur dépend du présent, le passé a créé une situation actuelle, mais si tu maîtrises maintenant tes sensations plus ton équanimité, alors ton avenir devient automatiquement plus clair et plus heureux. On arrive au jour 9, hein, la fin qui arrive, et oh my god, mais c'est quelque chose. De toute façon, tous les jours, j'ai pensé à partir. Tous les jours, j'étais là, je veux rentrer à Paris, je veux retourner chez moi, je veux pouvoir manger un carré de chocolat, regarder la Starac. Tu vois, il y a des fois des plaisirs comme ça, on s'en rend pas compte. Chacun ses goûts en matière musicale ou télévisuelle, j'ai envie de te dire. Mais du coup, voilà, j'y pensais. Et le matin de la journée 9, j'ai beau avoir eu une méditation plutôt sereine, et ben, hop, douleur, grosse fatigue, la routine qui commence d'ailleurs à me lasser. Allez, 4h15, on retourne dans l'eau froide, 4h30 de la méditation. Et même si ça va, franchement, je suis encore un peu agacé par les gens qui marchent très 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 lentement. Moi, je sens qu'il y a l'énergie du retour à Paris qui est là. Le bruit du ménage, le bénévole qui faisait du ménage faisait énormément de bruit. Et donc, quand j'essayais de méditer dans la chambre, c'était assez catastrophique aussi parce que il allait taper le balai contre les murs et c'était insupportable. Et donc, comment veux-tu méditer si quelqu'un est en train de taper contre les murs, allume l'eau, marche pareil comme un éléphant dans le couloir? Je sais pas comment il pouvait faire autant de bruit. Et du coup, c'est une journée aussi où il s'est mis à pleuvoir beaucoup et je me suis retrouvé à avoir pas mal de tristesse qui remontait dans cette journée et dans cette tristesse qui m'a quand même bordé tout le long de l'après-midi, j'ai eu à 18h une nouvelle méditation qui a été magnifique. Et donc on est passé finalement des méditations terribles à une méditation équanime où je laisse passer du coup la douleur, je ne m'y attarde pas et j'observe, à enfin une méditation magnifique. Puisque moi, l'aversion, il n'y avait pas de problème, je détestais tout. Mais j'avais du mal à connaître l'avidité, à vouloir être dans un désir de quelque chose, ce qu'il ne faut pas d'ailleurs, il faut être équanime. Mais cette méditation du 9e jour, et ben là j'ai senti l'énergie électrique dans tout le corps, de la quiétude, une clarté, j'étais beaucoup plus serein en fait. Et ça, je me suis dit mais enfin finalement j'arrive à toucher à ce que certaines personnes semblent avoir connu. Alors attention, c'est rien d'exceptionnel non plus, mais vu d'où je partais, le fait de sentir une sorte d'énergie électrique et d'être dans une quiétude et une clarté, c'était pour moi une véritable victoire. Le discours a été absolument passionnant, j'ai absolument adoré. Goenka a bien raconté qu'à un moment donné, même ce qu'on fait, ça fait partie presque d'une vie monastique et que quand on va rentrer dans la vraie vie, c'est là que tout commence. C'est vraiment là que tout commence. Et c'était important parce qu'il ramène beaucoup à la responsabilité. Goenka n'est pas une sorte de gourou qui t'impose un dogme. Il te ramène toujours à un moment donné, tu reprends ta vie avec tes croyances et maintenant essaye d'avoir cette équanimité dans ta vie et peut-être de méditer pour reconnecter à chaque fois à cette équanimité et ce mot anicca. Et puis il t'explique aussi, personne ne te rend malheureux, les gens te stimulent, mais c'est toi qui réagis. On en revient encore à ces fameuses réactions. En gros, tu ne contrôles pas ce que font les gens, tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux apprendre à contrôler ta réaction et ça change absolument tout. Il dit une chose aussi qui m'a marqué, c'est si tu as un problème, une situation, une relation, un schéma et que ça te détruit, ne reste pas 10 ans avec. Parce que le temps passe et le Dhamma Vipassana, c'est pas juste des jolies phrases, c'est agis, prends tes responsabilités, arrête de t'empoisonner le corps et fais ce qui doit être fait avec un esprit clair. Et il explique que justement la méditation, Anapana et Vipassana te ramènent à prendre un pas de recul et surtout ne pas être de la tête dans le guidon à réagir à tout ce qui peut se passer et que donc les choses négatives, si on les traîne pendant des années, en fait, on se pourrit nous-mêmes. Mais finalement, le but, c'est de reprendre son propre pouvoir. En fait, cette méditation Vipassana, c'est reprendre son propre pouvoir. Le jour 10, je me réveille enfin un peu en avance. Ouais, 3h58 quand je regarde mon radio réveil. Oui, radio réveil, mais qui utilise ce mot aujourd'hui? Évidemment, on n'avait pas de téléphone, donc fallait bien trouver autre chose. J'ai médité pendant 45 minutes, c'était fluide, mais l'énergie était différente. Je sentais l'agitation dans la salle de méditation. Je trouvais que les gens bougeaient plus, rentraient, sortaient, même si évidemment on le fait en silence. Il y avait du mouvement, cette agitation qui presque donnait ce go de liberté qui commençait à arriver.
Et c'est vrai qu'à 8 heures, bah, forcément, ça a commencé à changer parce que après notre méditation de 8 à 9 heures, on pouvait enfin parler. Donc c'était un jour qui était différent, totalement différent parce qu'on pouvait enfin rencontrer tous ces parfums que j'avais pu croiser quand je me baladais et voir à qui ça appartenait, qui étaient ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et j'ai découvert des profils absolument incroyables. Je l'ai évoqué légèrement au début de cet épisode. En fait, les gens peuvent être très, 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 très différents. Il y avait un chirurgien gynécologue, il y avait un boulanger, un artisan, un prof de yoga. En fait, c'était tellement des gens qui n'avaient rien à voir avec le développement personnel, qui potentiellement n'avaient jamais médité. Et d'ailleurs, je me dis, mais comment on peut mettre les pieds dans Vipassana avec toute la dureté que c'est de suivre un cours de 10 jours et de ne jamais avoir médité. Et c'est vrai qu'on avait tous, en fait, eu des douleurs, on a tous eu des problématiques, on est tous passés par des moments ultra compliqués. Certains ont fait en 10 jours la thérapie qu'ils n'ont jamais fait avec un psy. Et ça, c'était incroyable de voir que chacun a dû finalement faire face à des choses. Et même pour moi, ça a été aussi de montrer quelque part une certaine humilité, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un podcast de développement personnel ou autre qu'on va me reconnaître ou qu'on va être intéressé, parce qu'on était tous différents. Et j'ai aimé ce côté-là où finalement on a parlé de la vie, mais en aucun cas, même si on l'a évoqué, c'est celui par exemple qui était chirurgien, je l'ai su, mais genre les 5 dernières minutes avant qu'on se quitte, pendant le moment où je l'ai côtoyé, à aucun moment les gens parlaient forcément de leur métier. Il y avait vraiment parlé de la vie, parler du bien-être, mais en aucun cas l'étiquette finalement qu'on peut porter dans la vie, elle avait comme disparu ce jour-là quand on a repris la parole. Et ça, c'était aussi quelque chose de très 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 beau à voir pour le coup. Les méditations de la journée étaient assez compliquées à gérer, en tout cas les méditations obligatoires, puisque le reste du temps on parlait finalement. Il y avait plus ces horaires de méditation de 10 heures toute la journée. La méditation de 14h30, j'étais trop excité à l'idée de terminer Vipassana. J'ai été incapable de me concentrer. Et le soir, par contre, j'ai ressenti ces fameuses vibrations presque électriques dans le corps. C'était très agréable. Et pareil, je m'y suis pas attaché. À Nietzsche, tout est impermanence. On ne fait qu'observer. Et le soir, c'est pareil. Ce dortoir avait plus l'image d'un camp de vacances. Fini la prison, fini le camp militaire. Il y avait ce côté où j'ai parlé avec Kevin et on faisait nos valises, on rangeait. Et du coup, on était dans la communication. Et encore une fois, j'ai vu à quel point le lien est ce qui est primordial dans ma vie. C'est ce qui ajoute de la chaleur au cœur. C'est ce qui ajoute quelque chose de positif finalement dans nos vies. Dernier jour 11, dernière méditation, retour à la vraie vie. J'ai pris à nouveau, même si je rentrais chez moi ce jour-là, j'ai quand même eu ce rituel de prendre ma douche froide à 4h15. On a fait une dernière méditation d'1h30. J'ai rangé mes affaires, rangé le centre, et ensuite j'ai fait quelques vidéos que je vais poster sur Instagram au niveau du centre aussi pour montrer à quoi ça ressemblait. Il faut savoir que mes boutons au visage n'avaient pas du tout diminué, ça n'a fait qu'empirer tout le long de Vipassana. Je suis sorti de là, c'était juste pas possible à quel point j'avais plein de boutons. Et pour la petite anecdote, à l'heure où j'enregistre cet épisode, à savoir 5 jours après mon retour à Paris, les boutons ont quasi tous disparu. Je n'ai absolument pas compris ce qu'il s'est passé. Mais alors, qu'est-ce que je retire de tout ça ? Qu'est-ce que je retire de Vipassana, de ces 10 jours qui ont plus ressemblé à un calvaire qu'à une forme de bénédiction où je me suis reconnecté à moi ? Le retour à Paris, déjà prendre le bus, quitter cet endroit et revenir à Paris était un véritable bonheur. J'étais absolument content de rentrer dans une grande ville avec du bruit, avec la seule idée en tête de mettre mes écouteurs, d'écouter de la musique. Ça m'a terriblement manqué pour le coup. Et c'est vrai que c'était mon plus grand bonheur de rentrer et d'écouter de la musique. Je rentrais en plus avec peut-être une forme de chaos, parce que après 10 jours comme ça, j'étais épuisé. J'ai été fatigué pendant chaque matin. À 4 heures, c'était difficile, et toute la journée, c'était difficile. J'ai lutté contre des douleurs, j'ai lutté contre de la fatigue, mais quand t'es fatigué de 4 heures du matin à 21 heures, c'est très long comme journée. Donc il a fallu que je fasse des micro-pauses, des micro-siestes pour pouvoir faire les méditations qui étaient obligatoires dans le hall et de ne pas m'endormir. C'est quelque chose qui m'a permis de tenir aussi. Il faut pas imaginer que j'ai tenu mes 10 heures par jour. Je n'ai pas réussi à tenir ces 10 heures. Des fois, lors des méditations non obligatoires dans le hall, j'étais
j'étais allongé sur le lit, je reposais mon dos et je regardais le plafond, je regardais le lambris, je regardais tous les dessins en bois que je pouvais imaginer. En fait, c'était aussi du rien faire. C'était quelque chose où j'ai pris ce recul parce qu'il fallait que je repose mon corps, parce que on ne peut pas imaginer à quel point il n'y a rien de reposant avec Vipassana. Donc je rentre à Paris, j'appelle ma mère, je lui raconte tout ça pendant 2 heures. Ça fait tellement de bien de reconnecter justement à ses proches, je fais du ménage, je fais la cuisine. Et le soir, c'était peut-être pas la meilleure idée au monde. Mon meilleur pote avait proposé qu'on fasse une raclette avec des amis et on s'est retrouvés donc le soir de mon retour de Vipassana. Et j'ai bu du champagne, j'ai bu du vin blanc, j'ai mangé une raclette, une galette des rois. Faut imaginer que depuis le 31 décembre, donc ça faisait 18 jours que je n'avais rien bu comme alcool, que j'avais mangé ultra sain, d'autant plus que depuis 2 mois, je faisais un régime sans sucre. Donc c'était peut-être pas la meilleure chose, puisque entre la fatigue de Vipassana plus la soirée, le lundi de mon retour de cette retraite, j'étais explosé. Je suis arrivé au bureau à France 2 et j'étais complètement crevé. J'avais une tête, mais on aurait dit que j'avais pas dormi depuis 3 semaines. C'était un peu le cas, en tout cas pas dormi assez pour le coup. Donc le retour a été un peu chaotique. Je suis rentré, il a fallu faire face à quelques problématiques dans les mails, dans les messages, des problématiques qui sont pas graves, mais des choses par exemple dans l'immobilier, sur les appartements locatifs que je gère, qui n'étaient pas forcément des bonnes choses, des choses où j'ai eu du mal à être équanime, à justement dire c'est pas grave, ça va passer, règle ça, prends du recul. Même si j'ai expérimenté toute cette philosophie, ce n'était pas forcément évident. Mais il y a quelques nuances dans tout ça. Il y a des choses personnelles que je garde, à savoir les 30 minutes de méditation matin et soir. Franchement, j'essaye de les tenir. C'est vrai que là-dessus, finalement, j'ai fait une overdose de méditation, mais quand même, je sens que ça me manque quelque part et que 30 minutes, qu'est-ce que c'est quand tu as tenu des 10 heures par jour, même si c'était moins clairement, mais quand même sur des heures et des heures de méditation, 30 minutes, c'est pas grand-chose. Le fait de manger sans écran, c'est vrai que j'ai tendance là à prendre mon petit déjeuner sans écran, sans téléphone, juste en étant avec moi. C'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien de déconnecter, en tout cas à Vipassana. Continuer à me lancer dans ma restructuration de mon année, que ce soit au niveau du podcast, que ce soit au niveau de pas mal de choses dans ma vie. Cette envie de reprendre les choses en main, c'est un mot qui me revenait très souvent durant les jours passés à la retraite. J'ai une phrase que pareil, qui m'est venue durant la retraite, c'est prendre sa place, c'est décider. Décider, c'est prendre sa place. Encore une fois, moi, c'est décider, c'est quelque chose de hyper important pour moi. On avance au rythme des décisions qu'on prend dans sa vie. Ça a ancré davantage ce mantra, en tout cas pour moi. Aussi la réalisation de mon anniversaire, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nées durant Vipassana, des envies beaucoup plus grandes, et là je me suis dit c'est bon, je les tiens ces idées, et donc c'est ce vide dans lequel j'ai plongé quelque part à Vipassana m'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus clair sur qu'est-ce que je vais faire pour mon anniversaire, avec un petit décalage bien évidemment, mais ça c'est vraiment pas un problème. Et puis garder en tête aussi qu'il n'est pas possible de changer les gens, et en fait il y a que nous, on peut juste ne pas réagir et pas réagir à l'environnement ni aux personnes, mais rester vraiment droit dans notre manière d'être. C'est ça en fait Vipassana, c'est tout change, c'est anicca, les sensations dans le corps, les pensées, les émotions, tout apparaît, tout disparaît, et la souffrance, elle vient pas de ce qui arrive, mais elle vient de comment je réagis. Quand c'est agréable, l'avidité, je veux que ça reste, je veux le garder. Quand c'est désagréable, l'aversion, je veux que ça parte. Je l'ai vraiment expérimenté durant cette retraite Vipassana. Et Vipassana t'apprend à faire l'inverse. Pleine conscience du corps, plus équanimité. Goenka, Essen Goenka parle d'un oiseau, qu'un oiseau pour voler, il a besoin de 2 ailes. Et pour nous, la liberté et ses 2 ailes, c'est d'un côté l'équanimité et la pleine conscience. Sortir du pilote automatique. Tu ressens mais tu ne nourris pas, et c'est là que tu casses la chaîne. Sensation, réaction, souffrance, c'est pas une retraite pour le calme, c'est une retraite pour être libre. J'ai tout compris dans ma tête, sûrement dans mon corps, mais pour le moment, il est vraiment trop tôt pour que je voie la différence. En tout cas, ça arrive pour plein de témoignages que les gens voient un avant-après.
Moi, je suis rentré, voilà, j'ai dû faire face à des problématiques, etc. J'ai pas l'impression de réagir différemment. Beaucoup de gens parlent de calme en sortant de Vipassana. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'est arrivé non plus. Je suis pas rentré dans le calme. Je me sens pas forcément plus calme. Et si je devais résumer Vipassana, ça rend pas plus calme, mais ça a déclenché des tempêtes en fait durant les 10 jours. Ça m'a même plus déstabilisé que positionné dans quelque chose d'ancré. Ça a été, ouais, j'ai été face à une tempête pendant ces 10 jours. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui est à expérimenter. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est très compliqué. J'avais entendu des gens dire que c'était la chose la plus difficile qu'ils aient pu faire de leur vie. Honnêtement, moi quand j'y étais, je me disais ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est assez dingue, c'est que avec le recul, je commence à me dire oh, c'était pas si compliqué, pas si compliqué. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode assez rapidement pour rester dans vraiment les sentiments, les émotions. J'avais tout noté d'ailleurs en rentrant pour être sûr de ne pas oublier cette douleur et ne pas rendre ça joli en mode oh c'était cool, la fin était sympa et puis j'ai eu 2 méditations qui étaient bien. Non, dans la réalité, quand tu regardes, c'était beaucoup plus compliqué. Donc faire Vipassana ou pas, je ne sais pas, toi seul vas savoir si tu peux te sentir appelé, tout comme si cet épisode t'a parlé, je te propose un truc simple. La prochaine fois que tu sens que tu vas réagir, juste 10 secondes, prends 3 respirations et observe ce que fait ton corps. Tu verras, parfois, ça suffit pour tout changer. Et si tu connais quelqu'un qui est dans une tempête en ce moment, envoie-lui cet épisode pour qu'il puisse mettre en place peut-être une forme d'anicca dans son quotidien, cette impermanence où tout bouge. Et d'ailleurs, n'oublie pas, tu as le PDF récap de cette philosophie Vipassana, tu as le lien, j'ai vraiment tout indiqué pour que ce soit le plus clair, précis, avec des questions clés qui puissent te mettre en pratique en fait cette philosophie et pas juste lire en te disant oui ça me parle pas trop, et bien justement des questions précises qui vont te permettre de mettre en pratique cette philosophie. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça c'est quelque chose qui me fera extrêmement plaisir et je te dis à très bientôt, salut.